Euh, le 8 octobre, la nuit du 8, j'aimerais en fait, j'aimerais pas le faire, mais je vais le faire quand même. Je vais essayer de passer du temps à traiter de quelque chose que je n'ai pas, que je définirai au fur et à mesure, mais qui sera la, la coupe ou sous l'encadrement encadré par la thématique du voyage au bout des mots, ou voilà donc les mots, toujours les mots, à défaut d'autre chose, les mots à défaut d'action, d'acte plutôt. En tout cas, euh, les mots et les actes sont deux entités assez indissociables. On ne peut pas les séparer. Au début de l'action, il y a souvent un mot, et peut-être à la fin de l'action, il y a encore un mot, et l'action en elle-même peut être un mélange d'agir et de dire. Les deux ne se contredisent pas, ils ne s'annulent pas. Mais en tout cas, j'aimerais pouvoir agir, même de façon un peu indirecte, discrète, agir sur quelque chose. Évidemment, j'agis à ma façon. Je ne peux pas dire le contraire. Cette idée de constituer une île ou un îlot, peu importe. En tout cas, je constitue à moi tout seul un îlot de vie qui est ses habitants propres, sa faune propre et peut-être sa flore propre, qui sait. Et en tout cas, chaque fois que je me déplace quelque part, ben, j'emmène avec moi toute une foule d'êtres, sans quelque part immesurable. Nous ne pouvons pas mesurer, estimer la quantité d'êtres qui nous accompagnent, qui nous composent, etc. Donc, il y a un acte. Quand je fais quelque chose, je me défais d'un certain nombre de mes compagnons vivants et je peux aussi dans le même geste en récupérer d'autres. Si donc mes chers amis les bactéries, bien sûr les bactéries d'abord et toujours avant tout, après on passe à des êtres un peu plus constitués de plus que de bactéries, donc voilà. Donc il y a l'acte en lui-même, seulement il n'apparaît pas tellement, euh, il est un peu mis, un peu occulté. L'être est toujours en action. Son corps est quelque chose qui est en mouvement. Il se passe des choses. Il y a le mouvement des fluides. Il y a les mécaniques dont le corps est composé, les organes qui sont en mouvement, qui et puis il y a tout un tas de choses qui passent euh, d'un organe à un autre, les échanges. On manque pas d'actes. Mais seulement, ce sont là des actes un peu pour lesquels je ne suis quelque part pour pas grand-chose. J'aimerais avoir l'acte qui me correspondrait un peu plus, dans lequel, surtout par rapport à mes humeurs, qui aurait une incidence sur mes humeurs, qui pourrait
améliorer un peu l'idée que je me fais de moi-même et qui pourrait aussi un peu me permettre d'exister dans d'autres contextes que les miens habituels. Voici donc le train des mots, les mots, le train des mots, je m'y accroche. Et je m'installe pour un voyage qui dont je ne peux pas décider de la durée. Il se peut que je sois forcé ou obligé de descendre à une station, simplement la première station qui vient, ou il se peut que je fasse réellement un long voyage, tout dépend. Donc les mots, les stations de vie, les stations de conscience, les stations, j'allais dire, euh, je descends ici à cette station parce que j'y cherche quelque chose de précis. Et c'est là que je vais la trouver. Et dans cet endroit et pas ailleurs. Donc je m'installe dans un lieu qui est composé de mots particuliers. Un paysage sémantique particulier. Après, si j'ai fini d'en faire le tour, je pourrais passer à un autre paysage. En tout cas, voilà mon voyage ou ma traversée des mots, ma traversée de la vie. Quelque part, il pourrait y avoir des mots qu'on a dit, que j'ai dit qu'une fois. Et depuis, je les réserve. Je les garde au chaud. Depuis le temps, ils se sont refroidis, évidemment. Mais je les garde quand même pour pouvoir un peu les adresser à quelqu'un ou les utiliser dans une situation particulière. 1h06, eh bien, ou peut-être j'avance, peut-être c'est 04 dans les faits, dans le vrai, mais en tout cas, je suis déjà dans un monde qui n'est pas celui le plus commun à tous. Il y a des gens qui sont déjà un peu dans une sorte de mise au repos, qui sont un peu dans cette configuration d'être un peu inconscient, un peu impuissant. Le sommeil est une forme d'abandon de soi. On ne peut pas dire que c'est autre chose. Il n'y a pas de notre part un choix et quelque part l'exercice d'un libre arbitre. C'est quelque chose que quelque chose d'autre nous impose, peu importe l'origine exacte ou le point de départ de cette habitude qui finit par constituer une sorte d'angle mort ou une sorte de non-vie. On ne peut pas dire que le sommeil est fondamentalement une nécessité, une vitalité à chaque fois. Quelquefois, nous dormons d'un sommeil un peu quelconque, un sommeil malheureux, un sommeil frustré, un sommeil inconfortable, un sommeil sans goût, sans appétence. Je dors, mais j'ai pas envie de m'endormir. J'ai personne à rejoindre. Quelque part, le sommeil, quelquefois, peut constituer un lieu où on peut se donner rendez-vous à des gens
qu'on n'a pas vus depuis une éternité, ou des gens qu'on verra plus. Il se peut que de nouveau on ait accès à eux dans une sorte de temporalité bizarre, qui est la temporalité du sommeil. Souvent le sommeil un peu se joue de nous, notre esprit se joue de nous pendant cette période. Nous avons l'impression de passer beaucoup de temps à faire une chose, et peut-être dans le vrai, ça n'a duré que quelques fractions de temps, fractions très courtes. Alors, j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps. Quelquefois, cela peut nous peser. Nous sentons une certaine lourdeur, une certaine lenteur. Il y a un fait, il y a quelque chose que nous pouvons vivre ou revivre et que nous trouvons pénible. Et cette pénibilité est affaire de perception. Notre, notre perception est inversée. Voilà ce qu'on peut dire du sommeil. Et voilà. Simplement, nous sommes tellement contraints par tellement de choses, que finalement, cela nous force vraiment à essayer de moins prétendre. Je dois respirer, sinon je crève. Je dois dormir, sinon je crève. Je dois manger, sinon je crève. Je dois évacuer, sinon je crève. Je dois boire, sinon je crève. Je dois faire, sinon je crève. Et donc, où est ma liberté, mes choix là-dedans? Je suis plus que déterminé. Je peux dire, tiens, ce mois-ci, je décide de changer d'habitude. Je ne vais plus manger, je ne vais plus respirer, je ne vais plus... Non, si je ne respire plus, ça s'arrête de suite. Ma vie s'arrête illico. Voilà, plus la chose, la solution la plus rapide, la moins coûteuse, pour mettre fin à ces jours. Bref, je cesse de respirer, pas pour ennuyer quelqu'un, pas pour jouer comment on appelle ça, les capricieux. Ouais, je respire plus si tu me donnes pas ça. Les personnes, pour cela, et puis j'ai passé l'âge de jouer à ce jeu. Donc finalement, voilà, donc voyage au bout des mots. Peut-être jusqu'à une terre promise, quelque chose qui pourrait se situer quelque part. C'est vrai, quand on a fait le tour du monde, qu'on a un peu cartographié la totalité du monde, on a un peu signé l'arrêt de quelque chose. On ne peut plus se projeter dans l'inconnu. Nous connaissons un peu tout ce qui se passe sur ce globe, et nous avons la prétention là aussi de dire que nous savons ce qui se passe ailleurs. Mais en tout cas, pour ce qui est du globe terrestre, voilà, simplement, c'est ceci, c'est cela, ça a été nommé, ça a été identifié, ça a été mesuré, ça a été habité, ça a été exploité. Il ne reste plus de continents non découverts, non inventoriés. Tout a été vraiment mis sous cloche, tout a été... Il y a une chose, il y a quelqu'un qui disait, comme ça, il disait, chaque fois qu'un vieil homme mourait, une bibliothèque disparaît. Je suis un peu tiré par les cheveux. En fait, chaque être humain qui disparaît, c'est quelque chose qui s'éteint. Ce n'est pas une bibliothèque. On n'est pas là à chercher, on n'est pas là à faire
dans l'adoration des livres, hein. S'en fout des livres, hein. C'est ce qu'un être va mettre, va stocker comme perception, comme histoire, comme particularité propre, comme rapport au monde. Voilà ce que nous voulons savoir et ne pas perdre. Chaque être est unique. Et ce n'est pas quelqu'un qui obligatoirement dispose d'un grand vocabulaire, d'un grand stock d'histoire. Non, dans la simplicité et la chose, pouvoir parler, chaque être, une sorte, une voix qu'on ajoute aux autres voix. Voici quelqu'un qui a communié avec le monde comme d'autres l'ont fait, prenant acte de sa communion avec l'essence du monde, avec un homme qui a vu, ou une femme qui a vu le soleil se lever et qui a pris plaisir à le voir se lever et prendre sa place et nourrir le monde et illuminer le monde, et qui a pris le plaisir à cela, qui a transmis ce plaisir à quelqu'un d'autre avec les mots les plus simples. C'est cela la chose qui fait l'intérêt de tout être. Après, nous construisons chacun à notre façon. Nous bâtissons une œuvre. C'est ce que nous accumulons, matériaux divers que nous agglomérons, et cela finit par composer quelque chose que nous continuons d'édifier et de transformer, mais que nous serions heureux de pouvoir léguer à quelqu'un. C'est cette aspiration au legs qui est intéressante, à la transmission, avec grand cœur et beaucoup de satisfaction. Je vous lègue mes histoires, je vous lègue mes sensations, je vous lègue mes mots. Prenez-les, faites-en bon usage. En fait, utilisez-les comme cela vous arrange. Je n'ai pas à vous indiquer quoi que ce soit. Voilà. Et voyage au bout des mots. Il peut y avoir une sorte d'épuisement, une sorte de sensation d'être arrivé un peu à épuisement, à une sorte d'horizon ultime. J'ai déversé ce que j'avais et puis maintenant je me sens vide. J'ai plus rien à donner. J'ai plus rien à dire. C'est dans ce moment d'inconfort et d'embarras que nous devons rechercher, trouver un peu le moyen d'accéder aux choses non pas occultées, mais aux choses
un peu qu'on a mis de côté, ou qu'on a... C'est quoi ces choses? Je n'en sais rien. Là, j'ai parlé pendant combien? Déjà 20 minutes. Oui, dans la série, là, je me relance dans la série des mots qu'on n'a pas dit, ou des vérités qu'on n'a pas énoncées, ou des aveux qu'on n'a pas faits, ou des déclarations qu'on n'a pas faites, ou de reconnaissance qu'on n'a pas formulées. Je te dois une reconnaissance. J'ai une énorme dette. Je dois m'en acquitter. Mais comment? Comment m'acquitter de cette dette? Comment rembourser? Toi, tu n'es plus là et moi, je suis encore avec mon besoin. C'est une nécessité fondamentale pour moi. Et puis, on peut aussi avoir envie de récupérer certains de nos mots, certaines de nos déclarations. C'est vrai que je t'ai dit des choses. Maintenant, je voudrais les récupérer. Oui, bah, cela m'appartient. La déclaration, mon adresse, mes envolées, mes coups de folie, je voudrais les récupérer. Je saurais, j'en ai besoin. Ça doit, pour moi, dans mon musée un peu intérieur, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de récupérer cela. Et je pense que tu pourras me les rendre sans que ça te gêne ou quoi que ce soit. D'ailleurs, t'en fais rien. Rends-moi. Et en fait, car mes mots, d'une certaine façon, ces mots-là me manquent. Je voudrais les retrouver dans leur intégrité première. C'est vrai que j'étais un peu rapide à te dire des choses, à t'en réserver l'exclusivité. Et finalement, avec le temps qui passe, je me rends compte que j'ai besoin de me reconstituer dans quelque part en récupérant mes, mes parties, mes composants que j'ai dispersés par-ci par-là. Ça me manque une certaine fraîcheur, une certaine innocence, une certaine nonchalance. C'est maintenant que j'en ai besoin. Maintenant que j'ai perdu foi en le monde, j'aimerais pouvoir retrouver quelque chose, même émoussé, même usé, archi-usé. J'aimerais retrouver quelque chose de cela. Voici comment on se relance. C'est pas évident. Au bout d'un moment, on ne peut pas pousser plus, bien entendu. On attend. On attend d'être embarqué. Quelque part. Un véhicule va passer, une diligence, sûrement. Ce chemin a l'air utilisé. Je vais m'installer, je vais attendre. Je prends mes aises, je m'installe. Je fais comme si mon attente devait durer très longtemps. On ne sait jamais. Autant m'installer confortablement. Et je m'installe et j'attends.
et j'attends. J'ai pour compagnie les mots. Chaque fois que j'ai une sensation de vide, je fais appel à un mot. Et les mots me répondent. Et les mots me nourrissent. Et les mots me redonnent espoir. Et j'attends d'être embarqué. J'ai besoin d'aller un peu plus loin. Il est possible que là-bas, je puisse trouver d'autres mots, une autre nourriture, de nouveaux aliments. Je suis prêt à expérimenter, je suis prêt à adopter, ça ne me dérange pas. Des mots étranges, des mots exotiques, des mots qui pourraient me surprendre. Mais sûrement je finirai par m'y habituer. De nouvelles consonnes, de nouvelles voyelles, de nouvelles sonorités, de nouveaux rythmes, de nouvelles compositions. Les mots et les sons. Les sons étranges sont peut-être des mots dans une langue, dans une autre. C'est bien probable. Il n'y a pas plus étrange que les mots. Que les mots d'une langue lointaine qui sonnent bizarrement à nos oreilles. Ça claque. Ça, ça cocotte. On entend comme ça des bruits étranges. On imagine que Dieu est adoré dans toutes les langues du monde. Avec des sons gutturaux, avec des sons beaucoup plus doux, beaucoup plus dans toutes les sonorités possibles. Et je dis, j'adore Dieu. J'aime Dieu. Et puis le mot aimer dit de façon presque extraterrestre. Ça sonne drôle. Ça sonne pas comme d'habitude, ça ressemble pas à un mot d'amour. Tiens, on dirait que... Et non, pourtant, c'est bien un mot d'amour. C'est bien comme ça que je dis je t'aime dans cette langue si particulière et qui se niche. Là-bas, très loin là-bas. Il faut parcourir une première mer, puis une deuxième, puis un océan glacé, et puis de nouveau un océan libre, et puis ça y est, puis encore, marcher, pour arriver là. Et on va découvrir un monde nouveau, un continent nouveau, des sons dans lequel on pourrait se baigner.
c'est revivifiant, c'est revitalisant. Ça ne peut pas être moins que cela. Je fais tenir le propos comme je peux. Je tenais juste à m'accompagner en ce moment, simplement parce que je me sens inaccompli. Je me sens dans une position, je peux pas dire inconfortable, je peux pas dire inacceptable, j'ai déjà dit cela, donc dans une position un peu regrettable, un peu désolante, voilà, quelque part. Je me désole pour moi-même. Quand je dis à quel point je donne de l'importance aux mots parce que je suis né, j'ai grandi dans les mots. Et c'était plus important que le monde. Quand je suis arrivé dans le monde, j'avais déjà les mots. Et c'était trop tard. J'appartenais plus aux mots qu'au monde. C'est ça. J'étais fait de mots et non d'autre chose, et non d'actes, et non d'expérience. J'avais expérimenté les mots. J'en avais connu toutes les nuances, toutes les sonorités, toutes les formes. J'ai tellement vécu avec les mots. J'ai tellement voyagé. J'ai parcouru tellement de paysages avec les mots que fondamentalement je suis devenu les mots. Ces mots-là, c'est ma substance, ce sont mes constituants. Je n'ai pas choisi, évidemment. On m'a imposé cela. Et je le regrette pas ou pas vraiment. De toute façon, à quoi ça sert de regretter? Le regret, c'est de ne pas avoir su me servir des mots. Les utiliser pour un peu mieux être dans le monde, mieux parler du monde. J'avais les clés pour ouvrir toutes sortes de réalités, toutes sortes de portes pour qui donnent sur toutes sortes de réalités, toutes sortes d'univers. Il y a là la possibilité de faire, d'aller visiter les temps passés sans effort, d'aller habiter dans des contrées lointaines, de se déplacer sans donner l'impression de se déplacer. Mentalement et avec les mots, le déplacement est instantané. Le déplacement est multiple. Le déplacement est un pur moment de jouissance. Vivre avec des gens, se les représenter en train de faire, et puis les voir vivre, et puis s'éteindre, et puis
Le monde passe d'une main à une autre. Nous sommes les maîtres et demain, ce sera d'autres. Ce seront d'autres qui auront la main sur ce monde. Le passage fait partie de la nature. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'infinité, il y a des moments. Il y a une sorte, non pas d'alternance, il y a de l'alternance, mais il y a aussi du changement radical, du changement définitif. Il y a de la rupture, il y a de la discontinuité. Il y a de l'inédit, il y a la chose qui se met en place pour la première fois et qui prend forme et qui se développe et qui s'étend, s'épanouit. Il vit le temps de sa vie, le cycle qui est le sien, le cycle, les peuples, les temps, les âges, les époques, le passé, les présents, et peu sûrement les temps à venir, dans une pluralité. Les choses, voilà donc la question. Pluralité des choses, pluralité des mots, multiplicité. Voilà comment on tient un propos, on va puiser profond. Donc je m'accompagne. C'est vrai qu'il y a le désir de lancer un cri. C'est vrai, 1h30. Ce serait un cri un peu dans le vide. Tout le monde est assoupi. Personne ne m'entendra. Un cri. Demande d'aide. Une SOS spéciale. Âme perdue. Âme qui s'est égarée. Qui ne sait pas. Ne sait plus s'orienter. L'appel, on n'y croit plus, la supplique. C'est Dieu qu'on a supplié en premier. Pour l'instant, j'attends toujours. J'attends une réponse. Toujours l'attente. J'attends au bord du chemin. J'attends une réponse. J'attends qu'on pense à moi. J'attends qu'on m'envoie des mots. Qu'on me réintègre dans le cycle. Dans le cycle de la vie. Dans le cycle des mots et dans le cycle je suis quelque part, les mots peuvent manquer, mais à un moment,
cela ne constitue pas un problème, c'est plutôt le fait que les mots donnent l'impression de ne pouvoir rien changer. Et en fait, je dis un mot et je me perds dedans. Je dis un autre et ça y est, je suis distrait du premier. Les mots n'arrivent pas à former une continuité, une communauté, quelque chose qui fonctionnerait dans une sorte de proximité. Un mot qui réfère à quelque chose totalement autre par rapport à un autre mot. Et le lien ne peut pas être fait entre les deux. Voici donc une sorte d'éparpillement, une sorte d'égarement dans ce monde des mots. C'est pas parce qu'on va dire beaucoup de mots que finalement on va mieux comprendre, mieux cerner les choses. Je ne sais pas à partir de quelle quantité de mots dits on pourra vraiment accéder à une sorte de compréhension de ce qui se passe. Quels sont les mots clés, les mots qui sont investis de ce pouvoir d'éclairement du monde, de dévoilement du monde. Je les cherche sans répit. Je creuse, je cherche, je retourne la terre, je retourne les mots, je retourne tout, et finalement je trouve rien. Je suis obligé d'aller creuser ailleurs, un autre mot, une autre proposition. Et puis ça recommence, pareil. Chaque fois c'est des choses sans valeur. Chaque fois c'est du matériau quelconque, c'est des mots quelconques. Et jamais le bon mot, le mot précieux, le mot j'aime. Le mot qui constitue une sorte de clé magique pour ouvrir sur les dimensions cachées, les dimensions qui se dérobent, les dimensions hors d'accès. Voici que vient, qui ne vient pas. Il y a un manque d'aise. Je ne suis pas très bien dans mon esprit, ce qui fait toujours pour les mêmes raisons, ce qui fait que je suis obligé un peu d'arrêter de parler, même si par ailleurs je trouve que je ne vais pas faire plus, parce que fondamentalement cela ne sert à rien. À cet instant, je dis que ça ne sert à rien. Je pourrais toujours, évidemment, faire un effort, appuyer ici ou là, m'accrocher. Je pourrais toujours dénicher quelque chose que je pourrais ajouter aux propos. Mais je vois une série de portraits, des regrets. Voilà. Un portrait qu'on peint, on peut toujours le reprendre. Un repentir, c'est pas très grave.
un repentir ici, un repentir là, pas de problème, on peut en faire autant qu'on veut. On peut même recouvrir toute la toile et repeindre par-dessus. Portrait, quelqu'un qu'on a rencontré en vrai, c'est impossible à reprendre, il n'y a pas de repentir. La chose s'est passée comme elle s'est passée et elle ne va plus pouvoir être reprise. On ne peut pas rectifier ou corriger le passé. Le passé est là, intouchable, hors, hors de, hors contrôle, hors. C'est bien mon passé, mais ça ne m'appartient pas en totalité. Le passé appartient à lui-même, d'une certaine façon. Il a pris son indépendance. Et cette personne que j'ai rencontrée, par le plus grand des hasards, évidemment, pas, il n'y avait pas de plan précis, il n'y avait pas. C'est le hasard. Un hasard brouillon, un hasard malencontreux, un hasard sans intérêt. Et puis, ça a été une erreur. Et de cette série, cette espèce d'erreur qu'on fait, qu'on refait, qu'on refait, qu'on refait, sans arrêt. C'est ce qu'il y a à dire, peut-être, pour finir. Je suis déjà arrivé à 47 minutes, c'est bon, je pourrais m'arrêter. Ce qu'il y a à dire, c'est l'étonnement qu'on peut éprouver en s'écoutant. Fondamentalement, quand je vivais les choses, je n'avais pas autant de choses à en penser. Je les vivais quelquefois, je les vivais avec une grande intensité. Bien sûr, il y a toujours une petite voix. Il y a toujours des petites voix qui disent attention, attention, là, il y a danger. Là, il y a erreur sur la personne. Là, il y a mal donne. Et pourtant, c'est par entêtement, un peu par entêtement. J'ai marché dans la boue, tant qu'à faire, je continue de marcher. Non, je ne reviens pas en arrière. Je continue de marcher. Mais plus je marche, plus plus je m'enfonce, plus je debout sur moi. Donc j'aurais mieux fait de revenir en arrière. Sale peut-être, mais pas très sale. J'ai avancé. Alors on a cette capacité de commenter. J'ai vu quelque chose hier, c'était un film qui est censé parler de ce qui s'est passé à un moment donné, dans un pays donné, peu importe le pays, mais il s'agissait de parler d'un problème douloureux, pourtant ça se présentait comme une sorte de caricature. Voilà quelqu'un qui veut dénoncer quelque chose, mais les personnages sont faux, tout est faux. La situation c'est pathétique, tellement c'est faux. Et c'est extraordinaire que les gens ne se sont pas rendus compte. Et c'est encore plus, comment dire, plus étonnant que les gens qui en parlent en ce moment, qui en parlaient récemment, n'ont pas dit que cela était quelque chose de totalement hallucinant. Côté hallucinant, tellement c'est mal fait. Tellement c'est un objet étrange, un objet mal fait, hein, une sorte de difformité. Ça ne doit pas exister un truc pareil.
cette capacité que nous avons rétrospectivement à nous juger, à changer de regard sur les choses, apparemment tout le monde ne l'a pas. Bien sûr, quelquefois, on préfère assumer et continuer de défendre quelque chose comme ça. Peut-être qu'on la dénigre en privé, mais en public, on continuera de la défendre parce qu'on gagne plus à la défendre plutôt qu'à la dénoncer. En tout cas, quand je suis dans mon propre passé, je regarde des choses et j'ai pas de pitié pour moi-même. Je me dénonce le plus possible. Je ne m'apitoie pas sur moi-même. Je dis, bien fait pour toi, bien fait. Cette chose-là, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as décidé, c'est toi qui l'as désiré, alors tu dois assumer. Ce qui est particulier, c'est que de se rendre compte comment on vit les choses, on enregistre toute une série de remarques sur les choses qui font que longtemps après, on en a une estimation assez... On en a une autre approche. Voilà. C'est étonnant. Moi, dans mon souvenir, tu m'aimais beaucoup. Tu tenais beaucoup à moi. Aujourd'hui, tu dis les choses différemment. C'est juste une réécriture de l'histoire, une réécriture de ton vécu. Mais ce n'est pas la vérité, telle que moi je l'ai perçue. Bien entendu, le vrai est toujours quelque part entre toutes ces choses-là, mais fondamentalement, on plonge dans quelque chose parce qu'on veut vivre une sorte d'abandon de soi, une sorte d'inconscience, traverser un moment d'inconscience. Mais on le sait, comment on peut en parler, comment on peut le présenter 30 ans ou plus après. Comment peut-on le diminuer ainsi? Il s'agit peut-être là d'une sorte de, non pas de surinterprétation, mais de sur-mésestimation. On exagère un peu dans la relativisation, dans le fait de diminuer l'importance ou le caractère de la chose. Moi, j'ai pas la force pour un peu faire la part du vrai, du faux, du réel et du, du fictionnel dans cette histoire. Il y a toujours une part de cette comment on peut appeler ça, non pas cette réécriture, mais cet acte cette évaluation, voilà. Cette évaluation ne peut que suivre ce chemin-là, finalement, parce qu'il s'agit un peu de retrouver une sorte de maîtrise de soi-même, malgré que cela ne puisse servir à rien, j'essaie d'avoir le dernier mot dans l'affaire. J'ai subi une défaite, mais quelque temps après, autant il y a le récit des vainqueurs, il peut y avoir aussi le récit des vaincus. Je fais partie des vaincus et je réécris l'histoire comme il me plaît quelque temps après. Je ne suis pas dans la fidélité de l'histoire. Ça ne m'arrange pas. Donc, je modifie, je rectifie, j'ajoute, je supprime.
Il y a quelque chose de cette nature-là. Il faut, pour pouvoir réellement s'attaquer à cette thématique, il faut être dans des conditions de tranquillité pour pouvoir un peu jouer les évidences entre elles, les évaluations entre elles. Un coup j'évalue comme ça, un coup j'évalue différemment. Donc je suis un peu pas très stable, pas très. Donc je suis pas, je suis dans une position qui tombe trop. Donc je dois quand même adopter un point de vue clair et définitif. Je ne peux pas un coup dire, euh, tenir, et puis d'un côté dire tout contredire et tout remettre en cause. On se pose, pour finir, on se pose la question. Et on a l'impression, à un moment donné, on a cette illusion d'avoir rencontré l'être élu, la chose qui nous correspond, qui nous correspond. Ça dure peut-être très peu de temps. Ça peut durer moins de 24 heures, ça peut durer quelques jours, ça peut durer. Oh, pour moi, ça n'a jamais duré très longtemps, donc quelque part. Ou alors, ça a duré, mais ça se transformait, je n'en sais rien. Comme il y a un processus de désacralisation des divinités, il y a un processus. Celui qui a adoré beaucoup peut très bien désadorer après. Finalement, celui qui a porté, qui a eu une très grande foi, peut très bien devenir un farouche incroyant. Voilà, donc je suis devenu un incroyant de ma propre histoire. Je la critique, je la désacralise, je la dévalue sans vergogne. J'en fais, je la mutile, je la, comment on dit, en fait, je la piétine sans me gêner. Réellement, je n'en sais rien. Je parle et en fait, c'est les mots. Moi et les mots, on n'est pas toujours en phase. On avance ensemble, mais on est côte à côte, mais quelque part, il y a une barrière entre nous. On n'est pas vraiment des amis intimes. Alors les mots, à un moment, ils regardent dans une direction, moi je regarde dans une autre. C'est vrai que mes mots, ne correspondent pas réellement à certaines choses qui peuvent se passer en moi. Donc je dis les mots entraînés par un effet j'allais dire, d'amplification, un effet d'entraînement et un effet de... je passe d'un mot à un autre par le truchement de quelque chose. Et puis finalement, j'aboutis à dire des choses, j'aboutis à des conclusions auxquelles je n'ai jamais pensé auparavant. Ça peut paraître, ça peut me surprendre moi-même. Je suis surpris. Au moins, c'est un résultat. Voilà, je me surprends moi-même. Je me fais un peu surprendre quelque part. Je suis là, sans pouvoir me juger. Puis quel intérêt de me juger?
évidemment. Quelque part, ce que je dis ne porte préjudice à personne, n'enfonce personne. Je ne peux pas dire que je blasphème, je ne peux pas dire que je fais dans l'impiété, que je fais dans l'offense. C'est que que je pêche. Après tout, dans ce monde où il n'y a rien, je ne peux pas me prévaloir de mes bons actes. Au moins, pourrais-je peut-être me prévaloir de mes mauvais actes, de mes péchés. Si c'est possible, j'aimerais dire, j'ai beaucoup péché. Au moins, il y aura le mot beaucoup dedans, par une quantité. J'ai beaucoup péché. J'ai péché plus que toi. J'ai péché plus que tout le monde. Je suis un pécheur de première catégorie. Je suis vraiment un as dans cet exercice-là. Le premier pécheur devant l'Éternel. Allez, salut l'Éternel. Un de ces jours.